bienvenue dans le podcast des mères indignes et indignées. Je suis Pauline Devos et je suis la créatrice de ce podcast et je suis ravie aujourd'hui d'être au studio La Poudre de la Cité Audacieuse et je suis très honorée d'accueillir 3 personnalités de la santé des femmes. J'ai beaucoup de chance, je vais vous les présenter. Raphaëlle Ottoman, ostéopathe et formatrice en périnatalité. Bonjour Raphaëlle. Bonjour Pauline. Claude Vouillot, sage-femme, retraitée aujourd'hui, mais avec plus de 40 ans d'expertise. Bonjour Pauline. Bonjour Claude. Alix Franceschi-Léger, psychologue clinicienne qui a travaillé longtemps au pôle maternité-fertilité du groupe hospitalier des Diaconesses et qui est aujourd'hui en cabinet à Nation dans le 11e. Merci à vous 3 d'être là à mes côtés parce que j'ai plein de questions à vous poser. J'avais envie de vous réunir aujourd'hui sur le sujet du postpartum et du mois d'or, qui est un concept que j'ai découvert il y a peu de temps. Si vous voulez bien, avant que je vous laisse la parole, je vais vous raconter un peu ma vie. Super, très bien. Raconte-nous Pauline. Alors voilà, moi il y a 12 ans, j'ai eu mon premier enfant. Et je me souviens de ce postpartum auquel je n'étais pas du tout préparée. Je me souviens du retour de la maternité, de ma présence en lambeaux dans le taxi pour rentrer chez moi avec ce bébé que je ne comprenais pas du tout et qui avait déjà passé 3 jours à pleurer. Et mon corps dévasté, je ne reconnaissais pratiquement plus mon appartement. Et donc je suis rentrée comme ça pleine de lait parce que j'avais une montée de lait de folie. J'aurais été capable d'allaiter tout l'immeuble. Donc pleine de lait, les seins douloureux avec des crevasses au mamelon. Et je voulais allaiter cet enfant, donc c'était extrêmement difficile. Les cheveux sales, le ventre énorme et mou, vidé, et un carnet de rendez-vous qui se remplissait très vite parce que les gens autour de moi étaient quand même très heureux que je sois maman et de rencontrer cet enfant surtout. Et donc, tout a tourné évidemment autour de cet enfant qui était déjà merveilleuse, effectivement. Et moi, tout à coup, j'ai disparu et j'ai fait ce qu'on appelle le fameux baby blues, où j'avais un peu envie de crever tous les matins. Et puis un jour, heureusement, au bout d'une dizaine de jours, ça s'est arrêté. Voilà, ça s'est arrêté parce que j'ai parlé à mon bébé, je lui ai dit écoute voilà, je suis cul de merde, tout ça, je sais pas comment on va s'en sortir. Et puis ça m'a vachement soulagée et puis bon, heureusement c'est passé. Donc voilà, je me souviens bien de ce postpartum. J'ai trouvé que c'était vraiment difficile parce que je n'étais pas du tout préparée. Et pourtant effectivement j'ai une super préparation à la maternité des Lilas. Les femmes autour de moi qui était déjà maman, ne m'avait pas prévenue. Bon, donc ça, c'est une chose. Maintenant, je suis enceinte de mon 2e enfant. Donc, il est évident que je vais faire différemment et que je vais m'y préparer. Et entre-temps, j'ai des amis colombiens qui ont eu un enfant. Et je les ai au téléphone et ils me disent « On a bientôt fini notre quarantaine ». Alors, je dis « Qu'est-ce que c'est ?» Et ils me disent, en fait, c'est les 40 jours traditionnels en Colombie que l'on passe chez nous, dans un petit cocon, où il n'y a pas de principe de visite. Et le compagnon, parce qu'ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas la famille ici, donc ils sont que tous les deux avec les enfants. Bon. Donc le compagnon s'occupe de l'aîné, s'occupe de sa femme, fait à manger, fait les corvées ménagères, et elle ne s'occupe que d'elle-même et d'allaiter, et voilà, elle a le temps de se remettre. Et bon, dans leur tradition à eux, il ne faut pas sortir de la maison pendant 40 jours. Donc ils avaient quand même très hâte de sortir. Bon. Donc j'ai trouvé ça intéressant, je me suis dit tiens, est-ce que c'est un folklore ? Je suis allée me renseigner un peu sur Internet, et là que vois-je ? Je vois qu'il y a carrément un concept qui s'appelle le mois d'or et qui, en fait, existe partout dans le monde. Ce concept, ce rituel de passage, en fait, entre l'accouchement et la suite. Et je trouve ça génial parce qu'effectivement, il y a donc un vide intersidéral entre la naissance et la rééducation périnéale qui vient 6 semaines plus tard. Donc,
je me suis dit, le mieux quand même, c'est de savoir si ce concept du mois d'or est un folklore, pourquoi pas intéressant, ou est-ce que véritablement ça a un sens physiologique, psychologique. Donc c'est là où vous allez m'aider. Alors, juste, je résume les mots d'ordre du mois d'or. Donc, le mois d'or, c'est quoi ? C'est soulager les maux du postpartum, c'est préserver son périnée, c'est tisser la relation avec bébé, c'est apprendre à connaître son bébé, son rythme, ses pleurs, etc. C'est l'éloge du repos et de la douceur. C'est prendre confiance en soi, sa famille, son bébé. Savourer, ce qui quand même est pas mal. Parce que moi, je n'ai pas trop savouré. Faire famille, qui est bien aussi, parce que le baby clash, ça fait mal. Honorer la femme, parce que ça, c'est merveilleux, parce que c'est quand même très rare qu'on nous honore. Je dois dire que, pour le coup, le concept me plaît. Et bien sûr, pour cela aussi, déléguer les corvées du quotidien, et ça aussi, ça me plaît. Donc, il y a quand même plein de choses qui sont très attractives. Et peut-être que nos auditrices, ce qui est très étonnamment souvent le cas, ne savent pas ce que c'est que le postpartum et ce qu'il se passe après un accouchement. Parce qu'effectivement, l'accouchement, on est préparé plus ou moins. On a des images, parfois, dans les films, les séries, tout ça, on se dit, ah bah voilà, elle va pousser, elle va sortir, bon, bah. Voilà. Potentiellement, on lit des trucs, on voit des choses sur Instagram, sur je sais pas quoi, sur les réseaux sociaux. Mais alors, le postpartum, quand même, on ne sait pas. Donc, est-ce que l'une d'entre vous veut nous raconter ce qui se passe après un accouchement ? Allez, je me Claude. lance. Alors, Claude, donc sage-femme. Alors, dans la définition du postpartum, on va partir sur des définitions classiques. Cette période qu'on appelle les suites de couches commence 2 heures après la naissance. Dans cette période de 2 heures dans laquelle il y a eu l'accouchement du placenta et la rétraction utérine. Surveillance en général dans les maternités de 2 heures en salle de naissance. Les patientes ne remontent pas tout de suite dans leur chambre. Au bout de 2 heures, on a évalué un petit peu comment la patiente s'habitue à ne plus être enceinte. Il y a ça aussi. Il faut savoir que pendant la grossesse, on a 1,5 litre de sang en plus. Donc, ils vont être éliminés en partie pendant l'accouchement, etc. De façon tout à fait physiologique. Donc, on surveille pendant 2 heures et dès qu'on remonte dans sa chambre ou qu'on descend, ça dépend des maternités, là commence la période de suite de couches. Pour une durée indéterminée au départ. Indéterminée parce que cette période va durer jusqu'aux premières règles normales après la naissance, sans contraceptifs hormonaux. On parle de physiologie là pour l'instant. Et donc ça dépend si vous allaitez, ça dépend comment s'est passé l'accouchement, ça dépend, il y a plein de facteurs, si c'est un premier enfant ou pas. Donc c'est une période, alors bon, on a un peu dit 1 mois, 6 semaines, parce qu'on s'est vraiment adapté au congé maternité, mais moi je pense que c'est pas à l'administratif de s'adapter à la physiologie, ce qu'on essaie de faire coller, mais ça marche pas, ou la réalité en fait. La réalité physiologique, qui est différente d'une femme à l'autre, vraiment, c'est très très différent. Donc la période de suite de couches, c'est une période de durée indéterminée, il faut le savoir. Et ça, c'est déjà important, de ne pas être là avec son carnet de rendez-vous. Bien sûr qu'il y a la reprise du travail qui conditionne beaucoup, beaucoup de stress. Trouver une place en crèche pour certaines, retrouver son corps. L'épreuve du retour au travail va conditionner aussi le vécu des suites de couches. Et ça, c'est catastrophique. Quand j'ai commencé, un séjour à la maternité durait 10 jours pour un accouchement normal, 15 jours pour une césarienne. Quand j'ai commencé. Ah bah on n'y est plus du tout. On n'y est plus du tout. Non. Où les visites étaient autorisées pendant 2-3 heures. Et encore, là, il y a des siestes obligatoires. Enfin, c'était très, très réglementé au niveau du repos. Et quand on rentrait de la maternité, le mot d'ordre, c'était 1 semaine au lit, 1 semaine autour du lit,
une semaine autour de la chambre. On commençait comme ça. Ouais, dans le concept du mois d'or, il y a ça. Il y a rester au lit au moins une semaine. Enfin, allongé. Ouais. En fait, on était déjà restés au repos à la maternité. Ah oui. Mais oui. Et là, on arrive à peu près à 40 jours, si on cumule toutes ces périodes-là. Et je vois pour bien connaître le fonctionnement hollandais, par exemple, où vous sortez souvent, si vous n'accouchez pas à domicile, parce qu'il y a beaucoup d'accouchements à domicile, vous sortez au bout de 5 heures après l'accouchement, mais à domicile, vous avez ce qu'on appelle une Kramzorg, qui est une assistante de maternité qui vient pendant une période à définir, mais qui s'occupe de beaucoup de choses, qui vous aide à l'allaitement, les premiers bains, enfin les premiers stress de jeunes parents, plus toute la logistique maison, garder les enfants, aller chercher à l'école s'il y a déjà des enfants, réglementer les visites, elles sont redoutables. Quand elles interdisent les visites, c'est interdit. C'est un peu des femmes, matrones, des femmes de caractère qui prennent en main toute l'organisation familiale. Mais ça a du sens. Ah oui. Alors selon les quartiers, il y en a des plus sympas que d'autres, mais parce que c'est vraiment proposé par la municipalité et tout le système oui, du coup, c'est remboursé ou c'est pris en charge en partie. Il y a des histoires de caution familiale, mais c'est abordable pour tout le monde. C'est le principe. Parce que dans ce pays, on part du principe que vous rendez service à la nation. Donc, on vous le rend. Il faut vraiment récupérer. Et surtout, la maternité fait partie d'un système de santé. Et ce n'est pas une pathologie, la maternité, une spécialité médicale. Ça fait partie de la santé. C'est vraiment... voilà. Mais tout est orchestré autour de cette physiologie, puisqu'il y a beaucoup d'accouchements physiologiques. Alors, comme ici, l'accouchement physiologique a un peu, est de moins en moins pratiqué, voilà, une fois que votre bébé est né, que la médecine, la prise en charge de la grossesse... et de l'accouchement a été une prise en charge très médicalisée. Voilà, on va dire, il n'y a plus que la santé du bébé qui intéresse après l'entourage, la société, les parents, et la mère est totalement abandonnée. Enfin, de mon point de vue, totalement abandonnée. Oui, c'est ça. Moi, je me souviens de ce sentiment de solitude incroyable, parce qu'effectivement, on voit un médecin au bout de, je me rappelle même plus, de 6 semaines, ça, un truc comme ça. Oui, à peu près. Rendez-vous. À peu près. Et pendant ces 6 semaines, alors il y a les injonctions des proches, c'est une période un peu, très compliquée. Ouais. Et quand je faisais de la préparation à l'accouchement, je pense qu'il y avait plus de rencontres autour de ce thème-là que de rencontres autour de la préparation à l'accouchement. Parce que l'accouchement, on est très coaché par toute une équipe. Une fois qu'on a compris comment ça se passe, l'équipe s'occupe de beaucoup de choses. Mais ensuite de couche, ça se prépare. Et oui. Donc le retour de couche, c'est quand on retrouve ses règles, c'est ça ? C'est la différence entre suite de couche et retour de couche. Ouais. Et les lochis, alors les lochis, ce sont les saignements qu'on a après l'accouchement, d'une durée en général abondante pendant 3-4 jours, qui après diminuent petit à petit, qui sont les saignements de la cicatrice placentaire. Quand le placenta s'est décollé, s'est éliminé, il y a toute la zone où était collé le placenta qui doit cicatriser, mais c'est une zone très vascularisée, qui est en contact avec le placenta, qui doit cicatriser. Donc pendant 3-4 jours, c'est très abondant, ça va être de plus en plus transparent. Au 10e jour, ça ressaigne un bon petit coup, en général, ce qui affole tout le monde, mais c'est ce qu'on appelle la chute d'escar, c'est-à-dire, c'est comme quand vous avez une petite plaie, au bout d'un moment, il y a une petite croûte qui tombe, des fois ça ressaignote un petit peu, donc ça fait comme un caillot ou des saignements qui recommencent, mais c'est pas grave, et ça correspond à un temps hormonal aussi. Donc voilà, pendant 15 jours max, c'est des saignements complètement physiologiques. C'est ça les lochis. Et on a aussi le plaisir des tranchées. Oui. Alors les tranchées, j'ai jamais compris pourquoi on utilisait ce mot-là, mais bon, c'est
voilà, ce sont les contractions utérines post-natales qui aident l'utérus à reprendre sa forme initiale. Parce qu'on est arrivé en général avec une hauteur utérine à en moyenne 30 cm et on doit redescendre à 7-8 cm comme hauteur utérine. Donc il faut des contractions pour ça. Pour un premier bébé, ça va très vite. Ça va très vite et beaucoup de mères ne le sentent pas beaucoup. Plus on a d'enfants, plus les tranchées sont longues et douloureuses parce que l'utérus a moins de tonicité et nécessite beaucoup plus de travail pour retrouver sa forme. Oui. Ok. Voilà, bon, c'est un bon programme. Moi, je comprends. Raphaël Partant d'ici, Hautement, ostéopathe. a priori, on prend un train pour Amsterdam. Oui, c'est ça. Pauline, on va... Oui. On se fait un petit week-end de folie, puis on va te laisser tranquillement avec ta Kramzorg sur place. Oui, parce qu'effectivement, on n'a pas d'équivalent. On a des visites donc, de sages-femmes, je crois que c'est au moins 2 qui sont prévues aujourd'hui. Oui, il faut vraiment l'anticiper parce que beaucoup de sages-femmes ne vont plus à domicile si elles ne connaissent pas les patientes d'avance parce qu'elles sont débordées et les pouvoirs publics ont vraiment délégué ça à des sages-femmes libérales, mais qui sont... ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le déplacement pour une sage-femme à domicile est toujours de 4 €. Donc, ça devient... Il faut être motivé. Il faut être motivé. Il faut que ce soit vraiment juste à côté, quoi. Une sacrée dose d'empathie. Il faut être motivé et voilà, les hôpitaux mettent les patientes dehors très tôt. Ouais. Très tôt. Mais ça aussi, ça s'anticipe. Ça s'anticipe en prénatal, pas que pour les visites de sage-femme, on en reparlera peut-être plus tard, mais sur l'organisation déjà logistique de l'après. Qui va faire quoi peut-être qu'on en reparlera après, mais ça va être extrêmement important. Ouais. On n'improvise rien. Raphaël. Moi, ce que je comprends, c'est que, en fait, de ce que tu dis, par exemple, de ce qui se passe en Hollande, c'est qu'en fait, le fait de choyer l'environnement familial est institutionnalisé. Oui. C'est okay. Mais il y a une énorme différence avec ce qu'on vit, nous, chez nous. Je trouve ça... Mais le jour où on comprendra qu'un bébé va bien, parce que tout est focalisé sur le bébé, un bébé va bien que si la mère va très bien, oui. Le jour où on comprendra ça, ça ira beaucoup mieux. Alix Francischi-Léger, psychologue. Ça me rappelle une parole que j'ai entendue il n'y a même pas 15 jours de la part d'une maman, dont l'aînée a maintenant 3 ans. Elle me dit... Quelqu'un a disparu. Quand j'ai accouché, quelqu'un a disparu. Et oui, et je pense que c'est ça l'extraordinaire surprise à la fois de l'arrivée d'un nouvel être humain, parce qu'on a beau attendre sa grossesse, même en aide médicale à procréation, on sait qu'on fabrique une grossesse. Et quand la grossesse arrive, c'est une surprise absolue. Et quand on est enceinte, on sait qu'on va avoir un bébé. Mais quand il arrive, surtout la première fois, et c'est un peu comme ça à chaque grossesse, c'est une surprise absolue. Parce que c'est mentalement pas concevable de savoir comment il va être. Alors on le rêve. Bien sûr. Mais quand il arrive vraiment, on est juste sidéré. Et la sidération, elle se prolonge, je dirais, dans le fait que petit à petit, ou brusquement, ça dépend des gens, on se rend compte qu'il s'est passé quelque chose de tellement irrémédiable qu'il y a un avant et un après. Et qu'avant, il y avait une jeune fille et une jeune femme sans bébé. Et maintenant, il y a une jeune femme avec bébé. Et qui a disparu? Dans le discours de ma patiente, c'était ça. Qui a disparu? Une partie d'elle-même. Ah oui. C'était la jeune femme sans bébé. Eh oui. Voilà. Ce n'est pas parce que le bébé naît et que... Avant, il n'était pas né, maintenant, il est né. C'est-à-dire quelque chose d'absolument renversant. La constitution de la famille, c'est pas ça. C'est pas parce qu'il y a un bébé qu'il y a une famille. C'est un processus qui va mettre en jeu chacun des participants et exactement ceux qui ont fabriqué le bébé. Oui. Chez les couples de même sexe, c'est exactement la même chose. Et chez les mamans solo, les dames qui décident d'avoir un bébé toutes seules, la question que disait Claude Jeanne, à savoir il faut y penser avant, de toute façon elles y pensent avant, est fondamentale. La question de l'organisation, quand on rentre à la maison,
c'est à la fois pratique et psychique. Moi, ce que j'entends, Alix, de ce que tu dis, c'est que finalement, au moment où l'enfant arrive, et donc on va être dans un endroit de réjouissance absolue, et tout en même temps, dans le deuil de cet espace qui a disparu. Alors, on rigolait la dernière fois, on en parlait dans un ancien podcast, de cette bipolarité un peu maternelle, là, d'être tout le temps clivé dans ses sentiments, dans ses émotions, etc. Mais finalement, en fait, c'est là que ça commence. C'est à ce moment-là. C'est au moment où on te demande, toi, jeune accouché, enfin, en tout cas, chez les Français, j'ai l'impression de ne pas prendre le temps de faire ce deuil, puisqu'il a pas lieu d'être, comme s'il n'avait pas lieu d'être, et de n'être que réjouissance. C'est une phase de transition, quoi. Oui. Alors, je te ferai remarquer, Raphaël, que tu as prononcé le mot réjouissance, pas moi. Moi, j'ai prononcé le mot sidération. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je suis plus concrète, en quelque sorte, plus pratique. Après, ça n'exclut pas la réjouissance. Mais si tu veux, c'est un moment tellement important, toutes les femmes ne vont pas réagir de la même façon. Il y a des femmes au premier regard, l'enfant est en train de sortir de leur corps, c'est leur enfant. Il y en a d'autres, elles vont être tellement sidérées qu'elles vont mettre un petit moment avant de se dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est qui? De créer le lien, ça peut être long. Et ouais. c'est pas grave. C'est ça que je voudrais faire passer comme idée. C'est que chacune a sa manière d'aimer, suivant la manière dont elle a été aimée, suivant ses expériences. Et là, on va retrouver chacune le premier regard qu'on pose sur l'enfant. Et l'enfant, de toute façon, il est bien. Quand il est dans le ventre, il ne peut pas être mieux que là où il est. Et quand il est sorti, on s'est occupé de lui, il y a la communauté humaine autour de lui. Nous, on peut prendre le temps que ça se déclenche, ce regard-là, et se dire, mince, je suis la maman de ce petit être, et de le regarder et de se dire, bon, comment ça va se passer? Alors, dans le mois d'or, on dit souvent qu'il faut mettre en place ce rituel, donc qui dure 30 à 40 jours, pour materner la mère. Est-ce que finalement, Alix, c'est pas en maternant la mère qu'on lui laisse le temps de créer ce lien justement avec l'enfant? C'est fondamental. C'est fondamental parce que le maternage de la mère va lui permettre de trouver en elle, alors qu'elle a perdu quelque chose, et a perdu, elle ne le sait peut-être pas encore et elle ne se le formule pas encore comme ça. Et la personne qui m'a dit ça, c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi, qui a déjà un enfant de 3 ans, et qui a été fasciné par ses enfants. Donc c'est un cas assez précis, tout le monde n'est pas comme ça. Mais cette maman, il faut qu'elle se sente, j'ai envie de vous dire très simplement, comme un bébé, pour pouvoir s'occuper et créer le lien avec son bébé. C'est extrêmement juste. C'est pour ça que moi, en tant que psychologue qui ai beaucoup suivi de femmes enceintes, et puis après, je suis toujours autant révoltée par la solitude des femmes qui rentrent à la maison. Ça me révolte. Parce que c'est l'inverse de l'humanité. C'est inhumain. Oui, mais ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, Claude. Oui. C'est une vraie révolution physique, mais psychique aussi, est nécessaire pendant cette période où il y a besoin de beaucoup de douceur. Ce qui manque dans notre société, quoi. C'est les suites de couches. Moi, je vois de la violence partout autour des mères, par les injonctions, la culpabilité, le concours entre mères de la mère parfaite. Oui, c'est ça. Les équipes dans les maternités m'étonnent encore de la culpabilité qu'elle renvoie. Bon, je parle même pas des pédiatres où ça va jamais. Le nombre de patientes qui appellent en pleurs en sortant de consultation, ça devrait être le contraire, quoi. Qui est là pour rassurer les mères? Qui est là? Moi, par exemple, pour l'allaitement, ça a été un enfer parce que j'ai eu des conseils contradictoires à la maternité. À l'époque, j'avais pas de sage-femme, donc voilà. Et j'ai fini par appeler la Leche League. Il y avait un forum à l'époque, c'était un forum. Et donc, pour le coup, la Leche League a été très, très présente et m'a vraiment aidée à continuer d'allaiter parce que j'étais en perdition totale et je ne savais pas vers qui me tourner. Je pense que ça doit être le cas encore aujourd'hui. Je ne sais pas vers qui se tournent les femmes pour l'allaitement. Des conseillères en lactation, par exemple. Il y en a de plus en plus.
Mais bon, c'est pareil. En France, ça, c'est du domaine du privé, non remboursé. Donc, ça a un coût. Et oui, c'est ça. Tout le monde ne peut pas appeler une conseillère en lactation. Parce qu'il y a des conseillères en lactation, des conseillères en sommeil maintenant, comme aux États-Unis. Il y a plein de conseillers, de coachs et tout ça qui existent, mais il faut avoir les moyens, quoi. On aimerait bien aussi avoir une Kramsorg, une doula et tout ça, mais il faut avoir les moyens. Aujourd'hui, on ne considère pas les femmes dans cette période de postpartum comme étant dans cet état de transition. Alors, les injonctions sociétales, c'est une chose, et la manière dont les autres femmes, amis, familles, soignants, véhiculent un message d'une extraordinaire culpabilité. Bien sûr. Madame, quand même, c'est formidable, mais il est là, tout va bien. Oui, alors en soi, on l'a attendu, quand même, oui. on l'a rêvé, comme tu dis, Alix, etc. Il est là. Il y a une certaine forme de réjouissance, une certaine forme. Mais moi, j'entends bien ce que tu dis, Alix, dans la sidération. Et je dirais même que ça s'apparente parfois, ce passage-là de la délivrance, en fait, parce que ça s'appelle comme ça quand on accouche. Ça s'apparente pour moi à un stress post-traumatique. C'est-à-dire que l'espace d'un instant, il va y avoir ce moment de sidération des tissus, de la psyché, tout est sidéré et on ne prend pas du tout ça en considération. J'ai une stagiaire l'autre jour qui m'explique, qui est française, qui vit en Allemagne, qui est ostéo en Allemagne et qui a donc accouché de ses 2 enfants en Allemagne. Et en Allemagne, quand ils sortent de la maternité, on leur donne systématiquement un tas de compléments alimentaires. Ça fait partie du process, dont de l'iode, pour prendre soin des thyroïdes. Et donc, elles sortent quoi qu'il arrive avec un complément en iode pour prendre soin de la thyroïde. Je veux dire, en France, nous, on ne pense pas à tous ces trucs-là. Et donc, la thyroïde, c'est important parce que... La thyroïde, pour moi, c'est un élément fondamental de ce qui va se passer, parce que pendant la grossesse, l'enfant, pour construire son développement et des organes sexuels et de la maturation neurologique, va utiliser l'iode que sa mère a en réserve, à savoir que quand on n'habite pas au bord de la mer, pas beaucoup de réserve finalement. Et une carence en iode va entraîner une bascule de la thyroïde, souvent en hypothyroïdie à ce moment-là. Et donc, le moment de l'accouchement, très souvent, va faire basculer la thyroïde dans une forme d'hypothyroïdie transitionnelle. Et transitionnelle, ça laisse le temps d'avoir la tête dans le seau. Grave. Et toutes ceux qui nous parce que du coup, écoutent ça gère les et qui ont des émotions. troubles thyroïdiens savent bien qu'une thyroïde qui est complètement une TSH qui est collée au plafond ou effondrée d'ailleurs, mais dans un état psychique absolument terrible. On ne se pose pas la question en France de l'état de santé biologique et chimique des mères qui sortent d'une grossesse et qui rentrent chez elles. Ouais. Et il y a plein de baby blues et même qui dérivent, qui vont plus loin dans la dépression du postpartum, qui sont, à mon sens, en tout cas, en fait, des hypothyroïdies du postpartum qui ne sont absolument pas détectées. Ouais. On ne dose pas. Claude, t'en penses quoi ? Je suis tout à fait d'accord. Je voulais revenir sur ce que tu disais très justement sur la transition. Il n'existe aucun événement dans la vie, aucun, à part accidentel, aucun événement où le corps féminin se transforme aussi vite de la fin de la grossesse et des suites de couches. Le corps doit, d'un seul coup, alors la grossesse, ça prend 9 mois, la croissance, ça prend, on va dire 18 ans, etc. La vieillesse prend beaucoup de temps, mais la transition au niveau du corps, de la physiologie, la transformation psychique bien sûr aussi, se fait en général moins de 24 heures. Ouais. C'est monstrueux, c'est énorme, énorme. Et il est là le choc, finalement. Et il est là le choc. Il est là le choc des femmes. Tu l'as dit très bien au début. Tu as dit, je suis rentrée j'étais dans le taxi avec mon gros ventre mou, vide et vidé. Mais c'est le tableau absolument c'est bien très, décrit. Très violent. Mais pas forcément dans le sens négatif, mais c'est d'une puissance. Oui. Cette transition, il faut du temps. Et extrêmement minimisé. C'est très puissant. Et même si c'est physiologique, on le voit chez nos copines mammifères, comment les mères sont prises en charge par le groupe, si c'est un mammifère qui vit en groupe, ou etc. Tout ça est respecté, cette transition énorme. Oui, c'est ça, c'est le groupe qui manque. Enfin, moi, c'est là où j'ai vraiment compris l'expression « il faut tout un village pour élever un enfant ». Et puis, je me suis sentie trahie par les femmes autour de moi, par les médecins qui m'avaient accompagnée.
Et vraiment, je n'ai pas compris pourquoi on ne m'avait pas prévenu et on ne m'a pas poussé à me préparer et à créer un réseau de solidarité qui m'aurait beaucoup aidé. Après, on est très nombreuses dans ce cas-là et on arrive à s'en remettre, mais effectivement, on sent quand même qu'on est sur la brèche. Et justement, en parlant de brèche, je lisais, Alix, que la deuxième cause de mortalité suite à un accouchement, sur l'année qui suit, je crois, est donc le suicide. C'est passé en premier. C'est passé en premier derrière Ah ouais, d'accord. l'hémorragie. On est bien. On est au top. Tout roule. Alors là, puis, puisqu'on est dans les chiffres les plus moches, Claude Vouillot, sage-femme. il y a des marqueurs en Europe de mortalité périnatale, mère et enfant, pour évaluer le système de santé, etc. La France est restée très longtemps en 3e position. On est un peu plus de la 20e position, j'ose pas dire le chiffre. Voilà, c'est passé, personne n'en a parlé, il ne se passe rien, on n'en parle pas. C'est dramatique, et 20% de ces drames ont lieu en Seine-Saint-Denis, qui est un grand désert médical, et où la précarité, bien sûr, est majeure, et une population très jeune. Donc, ces chiffres-là, qui sont très moches, qui sont dramatiques même, ne sont pas pris en charge par les pouvoirs publics, en tout cas encore, mais parlent de ça aussi. Cet abandon, parce que là on parle des patientes qui rentrent chez elles, mais la précarité, quand vous pensez qu'à la maternité de Saint-Denis par exemple, les sages-femmes ne peuvent pas faire sortir les mères pour ne pas les renvoyer dans la rue. Donc il y a un vrai problème de santé publique là, je pense, parce que c'est pas rentable, tout simplement. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on peut en profiter pour rappeler la différence entre dépression postpartum et baby blues, Alix ? Oui, donc Claude Jeanne, sage-femme, vient de nous donner des chiffres tout à fait à méditer. Je voulais juste avant dire que je pense quand même qu'il y a beaucoup de maternités qui font des efforts pour accueillir les femmes et pour essayer de les suivre. Mais on connaît tous la situation les maternités ont de moins en moins de moyens. Oui. Donc, je voulais juste un petit peu nuancer, parce que c'est vrai qu'on continue à entendre... On ferme encore 100 maternités par an. Voilà. Oui, ça va être compliqué pour le réarmement démographique. Du coup, c'est pas très logique. Pour les définitions, si je puis dire, très simplement, je pense que tout le monde a un peu cette notion-là. Le baby blues, comme mes collègues viennent de le dire, c'est tout à fait lié à un événement physiologique qui est la chute d'hormones. Ça peut durer quelque temps. On va dire quelque temps, pas trop longtemps. 10 jours, 15 jours. Suivant l'entourage qu'on a, ça peut durer un peu plus longtemps. Si on est bien entouré, ça dure moins longtemps. La dépression du postpartum, c'est autre chose. Et on s'enfonce dans une sorte de plus envie. On n'a plus envie. Alors, on peut s'occuper très bien du bébé. On fait des gestes. Mais on a comme l'impression que le lien avec le bébé, on ne le saisit plus. Moi, je dirais que c'est ça, dans les dépressions du postpartum que j'ai accompagnées, qui m'a le plus touchée et qui est sans doute la spécificité de cette dépression-là. C'est que des mamans sont de très bonnes mamans, au sens où elles s'occupent bien de leur bébé et où elles ont intérieurement le sentiment qu'elles n'ont plus le lien avec lui. Et je dirais, les mamans, elles peuvent faire toutes sortes d'erreurs, etc. C'est pas grave du tout, du moment qu'elles ont le sentiment d'avoir ce lien avec le bébé. Donc, on a tout à fait une grande marge de manœuvre pour être soi, c'est-à-dire se tromper, se corriger ou se retromper. C'est pas grave du tout. L'enfant ne va pas en pâtir du moment qu'on a le lien avec lui. Par contre, si on fait tout très très bien, à la bonne heure, et qu'on a cette espèce de désespérance, en fait, dans le lien à l'enfant et dans le lien à soi et dans le lien à tout le monde, là, on est dans une dépression du postpartum. À partir de quel moment il faut consulter ? Mais moi, je dirais pas. C'est très intéressant de consulter. Je ne vais pas dire le contraire. Je suis psychologue et je vis avec les consultations. Donc, très bien, consulter. Mais il faut trouver quelqu'un qui vous écoute. C'est indispensable. Donc, quand on est bien enfoncé dans son pédalage, allez voir un psychologue. Il y en a dans les maternités.
Même si vous êtes sorti de la maternité, vous pouvez téléphoner et demander un rendez-vous pour faire le point, pour faire un petit bilan. Ça, c'est très important. Les psychologues de la maternité ont cette expérience-là. Et puis, j'ai envie de dire, la psychologie n'appartient pas qu'aux psychologues. Elle appartient à tout le monde. Les psychologues ont une spécificité de travail avec la psychologie. Mais tout le monde fait de la psychologie. Donc, si vous avez un soutien autour de vous, une ostéopathe, une sage-femme, une copine, dont vous avez le sentiment qu'elle vous écoute, cette écoute-là va faire le lien, va vous permettre, dans votre processus de reprise en main, de faire le lien jusqu'à un professionnel. Est-ce que dans les PMI, il y a des psychologues? Oui, bien sûr. Ah oui. La PMI, j'en parlais pas, mais c'est une ressource majeure, dans la mesure où elles ont les moyens pour fonctionner. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Bien sûr, les gens sont habitués aux femmes enceintes, aux femmes qui sont en suite de couche et aux femmes qui ont de jeunes enfants. Et puis après, ça, les âges, enfin moi jusqu'à 3 ans, et après aussi. Donc, ils ne font que ça toute la journée. Bien sûr, la PMI est une ressource. Il faut y aller. Il y a souvent des gens très bien. Et être écouté, c'est tout d'un coup se retrouver soi. Surtout qu'on passe un petit peu en retrait, c'est-à-dire qu'on a été un petit peu au centre de toutes les attentions médicales, en tout cas, et aussi familiales, et la société, on est là, on est ronde, on porte la vie, on fait pipi dans des petits gobelets tous les mois, on fait plein de prises de sang, on nous surveille, et tout ça, et puis tout à coup, on n'est plus intéressante, quoi, ni du point de vue médical, ni du point de vue de la société ou de la famille, quoi. D'un coup, on n'est pas du tout dans la petite ligne qui est du mois d'or c'est écrit « Honorer la femme ». En plus, biologiquement, physiologiquement, il y a cette énorme fragilité hormonale. C'est compliqué de trouver les ressources en soi pour se dire « Mais moi, je suis quelqu'un de bien. Mais moi, je suis droite dans mes bottes. Je suis pas parfaite, mais je sais que je suis à la bonne place. Et toi et ton jugement, j'ai plus envie de vous accueillir. » Oui, on n'a pas fait, trop la force. On n'a pas la force de ça parce que tout simplement, chimiquement, on est quand même bien essoré. Bien essoré. Hein. Claude, J'avais fait pour une de mes filles, quand elle a accouché, j'avais eu l'idée comme ça ce que j'ai appelé un calendrier de l'après, sur le mode de calendrier de l'avant. C'est génial, super. Un gros sac de petits cadeaux. Le sac que tu as eu d'ailleurs. Le sac vert, le fameux. C'est génial. Aujourd'hui, donc, T'as eu ça, toi, j'ai à Raphaël? l'épaule un sac vert en velours que Claude m'a offert, Oui. qui est en fait le calendrier de l'après. La calendrier de l'après, où tous les matins, elle avait un petit cadeau, mais pour elle, pas pour le bébé. Oui. Une petite bougie, un petit lait pour le corps. J'ai fait 40 petits paquets pour le calendrier de l'après, pour elle. Génial. C'est super, ça. Et ça peut être un groupe de copines qui prépare ça, par exemple. Et rien que ce petit symbole tous les jours, où on se dit, tiens, demain matin, j'aurai quoi, permet de passer dans la durée cette période si difficile. Mais bon, si on ouvre, on a, je sais pas, une petite pommade pour les lèvres un peu colorée, 3 élastiques pour crème anti-hémorroïde. Non, du joli qui sent bon et qui fait plaisir selon, Ça fait un plaisir, petit carnet, un petit crayon, je sais pas. Mais ça se réfléchit, un groupe de copines ou une famille, ou je sais pas. Mais et dans la temporalité, d'avoir tous les jours un petit, quand on parlait d'honorer la femme, un petit cadeau pour elle. Je pense que Claude, là, contient un concept. On est complètement dans l'état d'esprit du mois d'or, Claude, j'ai envie de dire. C'est génial, hein. Et alors, justement, dans le mois d'or et dans la partie kiff, il y a aussi, dans le livre qui s'appelle « Le mois d'or, bien vivre le premier mois après l'accouchement » de Céline Chadelat et Marie Baé-Poulain, elle parle de créer sa bulle d'ocytocine. Alors, l'ocytocine, c'est quoi, Raphaël? C'est l'hormone du plaisir, de l'amour, du bonheur. Tout à l'heure. Ouais, moi j'adore les hormones. Bah oui. De toute façon, je crois que la réponse à toutes nos questions, c'est toujours les hormones. Voilà, quelle que soit la question qu'on se pose, la réponse, c'est les hormones. L'ocytocine, c'est l'hormone du lien aussi, de la création du lien, qu'on produit beaucoup en allaitant, notamment. Il y a une grande décharge d'ocytocine qui permet quand on a pas mal d'ouvrir les canaux. Voilà, il y a tout
Exactement. Mais c'est l'hormone de l'amour. Le pot à pot va déclencher une énorme décharge d'ocytocine. L'orgasme, magnifique, décharge d'ocytocine. Bon, ça, on attendra un petit peu. Non, mais il y a des... Pour accoucher, il faut énormément d'ocytocine. Et pour accoucher, il faut La énormément preuve, d'ocytocine. on en donne en perfusion. Exactement. Pour que ça aille permet plus les vite. contractions utérines. Ouais. D'ailleurs, c'est étonnant. Enfin, symboliquement, c'est rigolo, ça. C'est-à-dire que l'ocytocine, elle va t'amener... Enfin, à la fois à avoir ces grandes contractions utérines efficaces, qui sont quand même profondément douloureuses, et en même temps, elles sont créatrices de liens, d'union, d'amour, etc. etc. Symboliquement, c'est joli, hein, c'est-à-dire qu'il faut passer par la contraction, certaines formes de douleur, on n'est pas obligé de le vivre de façon terrible, mais et puis en tout cas la séparation et la coupure pour arriver à l'endroit du lien, de l'amour et de la réunion. Tout ça sous l'égide de la même hormone. Oui, Alix. Moi, je voulais dire que ça m'intéresse bien le mot que tu as prononcé, le mot de séparation. Parce que finalement, ce processus-là de séparation permet le lien. Si on n'est pas séparé, il faut bien que le bébé naisse, sinon c'est dramatique. Donc la naissance, c'est une séparation. Et après, on refait un lien à l'aide des hormones et de toutes sortes de processus qu'on peut comprendre. Et puis après, il va falloir y avoir le sevrage. Et puis, on va refaire un lien avec la nourriture solide. Et après, il y aura l'entrée à la maternelle. Tout ça, toute la vie, c'est une série de séparations qui permettent d'établir le lien pour la suite. Et ça, c'est passionnant. Et on va retricoter quelque chose de soi en passant par le bébé, par le processus de construction familiale, etc. L'ocytocine, elle est, son antagoniste, c'est l'adrénaline. Ok, donc on a... Ça vient avec le stress. Exactement. Donc en fait, ça veut dire que tous les environnements qui vont être difficiles, stressants, culpabilisants, angoissants, etc., vont non seulement faire monter le dosage de l'adrénaline et venir bloquer, mais c'est mécanique, hein, c'est les mêmes récepteurs. Donc si nos récepteurs sont saturés à l'adrénaline, on ne peut pas produire suffisamment d'ocytocine de 1 et la fixer de 2. Partout où on en a besoin pour qu'elle continue à nous inonder de bien-être, en fait. Donc les environnements anxiogènes, que ce soit avant, pendant, la maternité, après, les copines... les injonctions. Les injonctions sociales, la société, c'est merveilleux à ce qui se passe. Peut-être un accouchement difficile. Un accouchement difficile, évidemment. Des douleurs physiques. Et douleurs. Le fait que tout soit très minimisé, je pense, d'écouter les femmes qui disent mais enfin j'ai mal. Oui, mais c'est normal, tu viens d'accoucher. Pour que ce soit normal ou pas normal, entends-moi, j'ai mal. Bon. Voilà. Et tout ça va générer plutôt de l'adrénaline. Et cette adrénaline, elle va empêcher biologiquement l'ocytocine de se fixer. Donc, ça peut abîmer beaucoup un allaitement, parce qu'on a besoin d'ocytocine pour l'éjection du lait. Tu vois, il y a ça aussi. Et on dit aux mères, mais il faut vous reposer, vous déstresser, etc. Et plus on leur dit ça, plus elles s'enfoncent dans un truc, une espèce de roue de l'angoisse, de l'anxiété, de ne pas être à la hauteur, de culpabiliser, etc. Et là, et tout ça sous couvert de l'injonction sociale et quand même, vraiment, je le répète, une certaine forme de défaut de sérieux défaut de bienveillance du féminin. Vraiment. Parlant d'injonction, je tiens à dire que on parle beaucoup d'allaitement depuis tout à l'heure, mais bien entendu, si vous ne voulez pas allaiter, c'est OK. Et vous faites bien comme vous voulez. Et vous faites bien comme vous voulez. Alors, le gros sabotage dès le départ, pour l'avoir vraiment beaucoup observé, c'est à cause des séjours très courts à la maternité, on ne peut pas faire sortir une mère et son enfant si la courbe de poids n'a pas amorcé, la courbe de poids de l'enfant n'a pas amorcé son ascension. Ce qui, au niveau de l'allaitement n'est pas possible. En 3 jours, c'est pas possible. Donc, tout le monde regarde la courbe de poids, stresse la mère, mais vous avez pas assez de lait, faut donner, pour celle qui allait, faut donner des compléments, parce que le pédiatre ne validera pas la sortie. Et il y a besoin de chambre, donc il faut qu'elle sorte, tant qu'elle n'aura pas donné de biberon. Donc, elle culpabilise de ne pas être capable de nourrir son enfant. Dès qu'il pleure, on lui dit vous voyez, il a faim. Mais bon, ça peut être la belle-mère, la puéricultrice, le pédiatre. Il faut les nourrir, mais pas pour leur bien-être, parce qu'un bébé ne meurt jamais de faim dans notre pays. Ça n'existe pas, ça. Surtout dans les jours qui suivent. C'est parce que y a besoin d'une courbe de poids validée pour pouvoir sortir et libérer la chambre.
Oui, c'est ça, c'est libérer la chambre. Libérer la On chambre. est pris par le temps. Donc, on imagine le Ouais. stress d'une mère qui dit, Ouais, ouais. parce que la grande angoisse de toutes les mères depuis le début de l'humanité, c'est de pas donner assez à manger à son enfant. On le sait très bien. Donc, dès la maternité, on lui dit, oh là, vous n'êtes pas compétente pour Oui, pour c'est ça. clair. Heureusement, que le lait artificiel est là pour vous seconder. Et déjà là, on sabote l'allaitement maternel si c'est ce que la mère avait décidé. On rappelle quand même que le séjour moyen, donc c'est 3 jours à la maternité, Max. max, ouais. Oui, mais que la montée de lait survient au 3e jour. Ouais. Donc la Ouais. plupart du temps, les femmes, elles vont avoir, notamment, la plupart du temps, elles ont cette vraie grosse montée de lait qui va marquer le début s'il y a un allaitement voulu. Elles l'ont au bout de 3 jours. Donc très souvent, en rentrant chez elles. Ouais. Et là, Ah oui, le choc. D'abord, bah oui. bon, non seulement l'autre lardon, il a pu récupérer du poids si on l'a un peu biberonné à autre chose, etc. Bon, tout le monde sort. Et là, elles rentrent chez elles et là, elles se font la montée de lait. À un moment qui aussi, physiologiquement et mécaniquement, nécessiterait quand même d'être très accompagnées. Bah Et oui. qui autrefois, sur le plan psychique, était pris en charge par toute la connaissance que les femmes avaient transmise d'une femme à l'autre de comment ça se passe après la naissance. Maintenant, on l'a plus. Bah oui. C'est tout cette espèce de tissu, d'ambiance féminine autour du petit bébé était tellement forte que bon, on sait aussi que les messieurs trouvaient que c'était une affaire de femmes. Maintenant, le progrès, c'est que ce n'est plus qu'une affaire de femmes. C'est une affaire de femmes et d'hommes. Mais n'empêche qu'on a perdu toute cette ambiance de sororité, je dirais, Ouais. et de transmission qui permettait que, bon, bah attends, il pleure, attends, voilà, tu fais comme ci, tu fais comme ça, ou je t'aide, ou je te soutiens. Et une espèce d'ambiance de sécurisation de la mère qui pouvait lui permettre de produire la bonne dose d'ocytocine. Parce que Voilà. tout est là. Voilà. Tout est voilà. là, c'est la Tu sécurisation. vois. Qu'elles se sentent en sécurité, qu'elles se sentent pas jugées, qu'elles se sentent la possibilité de chercher, d'observer son Bien bébé sûr. et de chercher comment il faut faire. Et de ne pas savoir d'emblée comment il faut faire. Je ne vois vraiment pas pourquoi on saurait d'emblée comment il faut faire. Mais oui, parce que Oui. soi-disant, c'est inné, tout ça. Non, 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 non. Mm. On est des mammifères comme les autres, mais en ce qui concerne l'instinct, c'est complexe. Claude, On n'est plus dans le cadre qui fait qu'on est à l'écoute de l'instinct. C'est vrai. Plus rien Mm. n'est fait. On dit oui, c'est physiologique. Mais est-ce qu'on a des vies physiologiques actuellement ? Il y a un beau fossé quand même. C'est sûr. Alors moi j'ai une autre question sur la physiologie justement. Dans le mois d'or, donc dans toutes les traditions différentes dans tous les pays du monde, revient une chose, c'est de rester allongé, donc au moins la première semaine. Est-ce que ça a une explication physiologique ? L'investissement pour les suites de couches à faire, c'est d'abord des plateaux. Hein. C'est quoi des Vous plateaux ? Des plateaux pour qu'on vous apporte à Ah, des manger plateaux. et puis que votre compagnon mange à côté de vous dans le lit sur un plateau. Ikea. Les J'adore plateaux. Moi, j'ai vu des Plateau familles repas. avec le 3e enfant, il y avait les petits qui venaient avec leur plat. Tout le monde venait sur le camp de base, la mère appelait ça comme ça, son camp de base c'était son lit, et toute la famille venait avec son plateau, manger avec elle, mais c'était les plateaux. Parce que donc l'utérus doit reprendre sa forme, avec des contractions, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fin de grossesse, les ligaments utérins sont dans un état d'étirement maximum, et que le temps qu'ils reprennent leur élasticité pour un utérus de 7-8 cm, il faut un peu de temps. Et en position allongée, ça aide. Et au niveau du bassin, tu me confirmeras, Raphaël, c'est comme une entorse physiologique, l'accouchement, au niveau du bassin. On a une hyperlaxité en fin de grossesse qui permet cette mobilité de certaines articulations Pour laisser passer du le bassin, bébé. bien sûr, Mhm. qui va prendre du... Enfin, c'est comme une... Voilà, moi, j'appelle ça une entorse physiologique. Voilà, et les mères le ressentent. Elles ont des courbatures partout. Il y en a qui perdent même l'équilibre. Et le périnée, qui est cet énorme panier, enfin, un tissage de muscles qui soutient tous ces organes, qui est aussi qui a besoin d'un peu de repos. Mm. Donc, oui, la station allongée au maximum. Et moi, je suis assez pour le bandage du bassin Ah oui. pour soutenir
Ça, ça, faut qu'on en parle aussi. Est-ce que c'est pareil pour les personnes qui accouchent sous césarienne ou par voie basse? Alors moi, je vais avoir mon avis d'ostéopathe. Je pense que c'est exactement la même chose dans la mesure où on a porté l'enfant 9 mois, c'est-à-dire que le petit bassin a travaillé exactement de la même manière. Durant les dernières semaines, sous l'influence de la relaxine, comme disait Claude, le bassin va bouger, c'est-à-dire qu'on a les os du bassin, un qui va aller vers l'arrière, l'autre vers l'avant, pour qu'au niveau du périnée, on ait une diagonale plus grande pour le passage de la tête, etc. Tout ça est physiologique et c'est ça qui donne cette fameuse entorse physiologique. Le terme est parfait. Et ça revient pas tout seul. Alors, finalement, césarienne ou pas césarienne, on a porté 9 mois, il y a eu tout ce travail de... C'est la fin de grossesse qui va compter presque sur le poids que ça donne sur le périnée, la bascule des muscles iliaques, le travail du muscle diaphragme, etc. Tout ça nécessite d'avoir du repos tout simplement pour arrêter de lutter contre la gravité. Je veux dire, on arrive à un moment donné, rester au lit une petite semaine permet tout simplement de ne pas, en plus du travail qu'on a déjà à faire de restructuration des tissus, des ligaments, du sang, de la cicatrisation de l'intérieur de l'utérus, en plus de lutter contre la gravité, se battre contre la gravité. Ça fait un combat en moins. Si on n'a pas à combattre la gravité, ça fait un combat en moins. Physiquement, moi je pense que c'est réellement ça, c'est un combat en moins. En fait, c'est un effort. On va demander au corps de faire un effort à l'endroit où il peut pas. D'autant plus que, on va rappeler que cette relaxine qui nous rend très très souple, très laxe, en fait, un peu pantin, désarticulé, là, cette sensation de fin de grossesse, elle va continuer à être produite au tout début des suites de couches et quasiment tout le temps de l'allaitement si on allaite. Donc, les femmes allaitantes vont avoir encore d'autres enjeux physiques sur la qualité de cette relaxine par rapport à celles qui n'allaitent pas. Donc en fait, et c'est en ça qu'on disait qu'il faut du cas par cas, qu'il faut se poser la question de réellement ce que vit chacune, là où elle en est. Est-ce qu'au départ, elle a un périnée de danseuse classique? Est-ce qu'elle a... En fait, on n'est pas toutes les mêmes femmes. C'est quoi un périnée de danseuse classique? Là, j'ai une patiente championne de triple saut qui, 3 semaines après l'accouchement, m'a dit « Mais là, je reprends quand ?» Elle voulait reprendre le triple saut à 3 semaines après l'accouchement. Et donc, quand je lui ai dit... conseillait que oui, mais j'ai des objectifs et tout. Bon, je ne l'ai jamais revu, évidemment, parce que j'étais la méchante. Mais j'ose même pas imaginer la suite, quoi. J'ose même pas imaginer la suite. Et cette injonction au sport aussi, retrouver son corps. Les accouchements du printemps, avec l'injonction pour l'été suivant. De passer l'été, Les vacances, la plage. Le body summer. Le body ou summer. Le summer body. Voilà. Dans les deux mais cas. j'ai vu des énormes catastrophes pour tendre vers ça. Et puis généré, bien sûr, par les réseaux, les, entre guillemets, vedettes qui retrouvent leur corps à une vitesse phénoménale. Enfin, dont les photos nous montrent que. Dont les photos nous montrent que, parce que les photos ont été faites avant la grossesse, il faut le savoir quand même. Depuis tout à l'heure, on discute de finalement cette histoire du temps d'intégration. Intégrer sa nouvelle place de mère, intégrer psychiquement l'arrivée de l'enfant, intégrer le changement du couple qui va devenir, qu'on va construire comme cellule familiale, et intégrer et de comprendre que physiquement, biologiquement, il y a un temps d'intégration, de la récupération de la matière. C'est-à-dire que demain, Pauline, tu te casses le fémur. Non. Non, mais demain, tu te casses le fémur. D'accord. La convalescence, c'est 3 mois. Et oui, ça ne viendrait à l'idée de personne de te dire oui, mais bon, quand même, allez, en 15 jours, tu peux le faire. Tu peux pas le faire, parce qu'en fait, en 15 jours, ton os du fémur, il sera pas cicatrisé, il sera pas consolidé. Et il y a tous ces endroits de la récupération du corps où on accepte bien volontiers les étapes de réparation, et l'accouchement n'en fait pas partie. On le tolère des grands sportifs, je veux dire, grosse déchirure ligamentaire, tout ça, on s'arrête 6 mois, on est super soigné, je veux dire, toutes celles qui ont accouché un jour savent que bon, il y a ceux qui montent l'Everest, et puis il y a quand même celles qui accouchent, c'est encore une autre histoire. Et ce temps-là de récupération n'existe pas. Oui, c'est vrai. Ça viendra à personne de dire mais si, c'est vrai que tu viens de t'arracher les ligaments de la cheville,
C'est pas grave, bah tu joues vendredi, Oui. hein, parce que c'est la Champions League. Je raconte n'importe quoi, j'y connais rien en foot. Mais ça viendrait à l'idée de personne. Parce qu'on sait que physiquement, biologiquement, il y a ce temps de cicatrisation, de réparation et de réentraînement. Oui, mais c'est pas ce qu'on raconte aux femmes. Ah bah non. Si, On dit oui, c'est naturel d'accoucher, donc du coup tu peux. Comme c'est pas voilà. pathologique, La partie convalescence n'est pas du tout prise en rien compte, du quoi. tout. Je voudrais dire aussi que c'est Alix. magnifique ce temps du corps, parce que c'est aussi le temps de l'esprit. C'est Oui. aussi tout un temps où corps et esprit ne sont pas séparés. Et le temps de, par exemple, rester tranquille dans son lit avec les plateaux sur le camp de base, c'est aussi le temps de reprendre confiance en soi, de faire connaissance avec son bébé, d'avoir sous les yeux ce qu'on a construit et ce qu'on continue à construire, c'est-à-dire d'insérer le bébé dans une continuité. Et le corps lui donne le temps psychique. De toute façon, je pense qu'on a complètement tort de ne pas écouter son corps. Parce que malgré tout, on est son corps. Si on n'a pas de corps, on est mort. Donc, on est son corps. On passe notre temps, tu disais, on ne mène pas des vies physiologiques. On passe notre temps à se maîtriser. On a raison, il faut se maîtriser. Mais à demander à notre corps des tas d'efforts, eh bien, grossesse, accouchement, allaitement, on a demandé l'effort. Donc après l'effort, le réconfort. Alix, moi j'ai entendu parler du terme matrescence. Ah oui. Alors est-ce que ça rejoint pas un peu ce que tu dis? Oui, matrescence, c'est sur maternité et adolescence. Et le mot est formé avec ces deux mots-là et signifie que la maternité est considérée un peu comme une crise. Alors, si on le voit d'un œil aigu, on dit crise. Si on le voit d'un œil un peu plus distancié, avec un peu d'ocytocine dans l'œil, on dit, c'est un passage. C'est un passage de remaniement et de transition. Alors, ce mot de matrescence, il a été créé aux États-Unis dans les années 70. En fait, c'est une très vieille histoire que l'humanité connaît depuis toujours, mais que l'on redit régulièrement avec les mots du temps. Et par exemple, dans les années 60, un psychiatre intéressant qui s'appelait Racamier, qui a mis au point le concept de maternalité. Alors, c'était la même idée construite sur maternelle et non pas sur crise. Et lui, il parlait d'un développement maternel en parlant bien d'une crise de la maternalité. Et c'est donc tous les processus dont on a parlé. Une femme disparaît, comme dirait l'autre, mais en fait, elle ne disparaît pas. Elle se transforme. On a toujours en nous quelque chose de l'enfant et de la jeune fille qu'on a été. Simplement, ça s'est tricoté autrement. Donc, matrescence, ça veut dire évolution vers la maternité et tout ce temps qui est celui du corps dont on vient de parler, où on est en tant que mère. Alors, on est N-A-I, accent circonflexe T, et puis le verbe être, l'existence. On existe comme une mère parce qu'il y en a un qui le prouve là. Il est là. Claude. Une image d'une de nos profs d'ostéo qu'on a eu, Raphaël et moi, qui appelait tous les tissus du petit bassin, tous les organes, les ligaments, les fascias, les os, les tendons, tout l'ensemble du petit bassin, ce qu'elle appelait le fauteuil de l'impératrice. Ah. Parce que ça a une forme de fauteuil avec les accoudoirs, etc. Et si les femmes pouvaient, quand on parlait d'honorer la femme, c'est vraiment revenir s'asseoir dans le fauteuil de l'impératrice avec toute sa splendeur et tout ce qu'on peut y mettre de très beau, de sacré, parce que c'est quand même une histoire assez magique, la maternité. Oui. L'inventer à sa façon et trôner dans son lit avec 3 oreillers, avec de la dentelle si c'est possible, et venir se réasseoir sur ce fauteuil de l'impératrice et se le réapproprier et en faire après ce qu'on en veut. Mais Alix. Alors la psy ne peut pas s'empêcher de rajouter quelque chose. Vas-y. C'est magnifique cette image du fauteuil de l'impératrice. Et tu as dit la maternité est magnifique. Et moi je voudrais beaucoup dire, parce que je pense que ça nous donne de l'air, que la maternité nous échappe. Et que c'est normal. Et que c'est pas la peine de courir derrière en essayant d'être parfaite. Ça nous échappe. C'est pas nous qui avons décidé qu'un acte sexuel donnait un bébé. C'est pas nous qui avons décidé que l'accouchement, ça se passait comme ça, que les ocytocines, ceci, la relaxine, cela. Il faut quand même admettre qu'on n'est pas tout puissant dans cette histoire. Et qui dit pas tout puissant dit qu'on peut faire plein d'erreurs et que ça n'a pas beaucoup d'importance. Du moment qu'on arrive à maintenir le lien entre les humains et bien sûr le développement psycho-affectif normal qui passe par des conditions de nourrissage, d'amour, de propreté,
tout. Ouais. Et vous voyez, je mélange tout. Hein. Nourrissage, amour et propreté. C'est-à-dire qu'on mélange le concret et le sentiment. Mhm. Raphaël, tu voulais Personnellement, ça ajouter m'a fait quelque du bien. Oui, c'est vrai, Non, ça non, fait du bien. j'entends. Je trouve ça magnifique. Et je pense que si ce discours-là là, commence par le là, finalement, avec beaucoup de simplicité et d'honnêteté, c'est ce discours-là qui doit être donné au quotidien aux femmes, quoi. Ouais, c'est vrai que ça déculpabilise pas mal. Hein. Même cette idée, la maternité qui nous échappe à toutes. non. Mais oui. Mais oui, mais c'est pas parce que la voisine, la copine, la mère, la belle-mère, etc. Se raconte qu'elle maîtrise son sujet. Elles ont oublié. Elles ont oublié ou c'est trop difficile pour elles de lâcher sur la question d'être, je mets des gros guillemets, mais dans une forme de perfection de maternité. Et ça, c'est très culpabilisant pour celles qui sont dans le flou, dans l'entre-deux. Ce no woman's land, je dirais. Je me dis que une maman parfaite serait absolument terrifiante. De toute façon, la perfection, c'est terrifiant. Hein. Une maman parfaite serait terrifiante pour son enfant. Parce qu'elle saurait tout juste au moment où il le faut. Ouais. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le petit ne peut jamais se dire « Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Je ne suis pas du tout d'accord. » C'est-à-dire se mettre à penser et se mettre à repérer en lui des choses qu'il aime ou qu'il n'aime pas. Vous voyez? Et puis, la maman qui, par exemple, a eu plein d'enfants, qui adore la maternité, qui sait très bien s'y prendre avec les petits, peut-être l'écueil serait qu'elle devine le désir de l'enfant et qu'elle le précède. Et ça, moi, je trouve que c'est pas tellement bien. Il faut laisser, pas quand ils sont nourrissons, bien sûr, parce que ça, c'est pas possible. Mais quand l'enfant est un petit peu plus grand, il faut lui laisser le temps de désirer. Et l'enfant va désirer d'autant plus que sa mère va se tromper. Donc, trompez-vous. Ça rend les enfants mais on est intelligents. parfaite, Merci, en fait. Alix, merci. Ça Ça fait rend du les bien. enfants intelligents. Alors revenons à nos petites hormones du plaisir. Comment on peut prendre soin des mères? Alors Claude, le bandage du bassin, ça se fait aussi dans plein de pays. Ça se fait dès l'accouchement? Si c'est possible, Ouais. bien sûr. Par exemple, si on se fait une entorse de la cheville, on va pas courir à la pharmacie s'acheter un petit bandage qu'on mettra le week-end prochain pour son jogging. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est avant le premier lever, si c'est possible. Voilà, il y a des... Alors, ça peut être un bandage fait par un professionnel. Moi, comme les patientes souvent accouchent dans des endroits où elles ne sont pas forcément très chouchoutées en suite de couche, il y a des ceintures très larges avec velcro qui permettent de bien serrer le bassin. Et c'est très rassurant. Le fait d'être bien maintenu donne un sentiment de sécurité. Ce que je prescris en général, c'est une ceinture abdominale large. Ça, c'est remboursé si on a une ordonnance. Et qu'on met beaucoup plus basse que pour soutenir l'abdomen. Mmh. On serre bien le bassin. On serre bien le bassin avec. Mmh. Et c'est très contenant. Alors surtout debout, s'il y a des allers-retours à faire. Parce qu'il y a des consultations, il faut emmener le petit chez le pédiatre, il y en a qui vont faire leurs courses, il y en a vraiment le bassin bien contenu. Moi j'aime Ça, bien. c'est une ordonnance qu'il faut demander à son obstétricien ou à sa sage-femme qui fait ce genre d'ordonnance? Les sages-femmes en général, mais bon, c'est pas très pratiqué Ouais. dans notre pays, hélas. Alors, ce qu'on pourrait imaginer en solution B, si on n'a pas une Claude merveilleuse qui prescrit le bon outil, c'est d'emmener à la maternité la ceinture physiomate, par exemple, que beaucoup de femmes ont là, de chez Bernadette de Gasquet, la grosse ceinture grise. Voilà, grosse grise. Je vois la tête de Claude en même temps, vous ne C'est voyez la pas. ceinture qui est toute droite, là? Oui. Qui est un support pendant la grossesse intéressant. Si on n'a que ça, on peut quand même emmener ça à la maternité pour essayer de Éventuellement. se contenir un peu le bassin. Mais ça veut dire qu'il faut, il faut demander à l'équipe médicale de le faire, ou au conjoint. Non, il faudrait Ah ouais. pendant les séances de préparation à la naissance, en fait, montrer aux coparents comment placer cette ceinture quand on remonte en chambre. Ouais.
ou dans un monde parfait, la fameuse technique avec les grands draps, en fait, au rebozo classique, c'est-à-dire d'avoir un très grand drap avec lequel on va englober bassin, abdos, etc. Oui, ou un paréo, Oui, qu'on a dans la valise. un grand paréo. Un Mais il faut paréo. montrer aux coparents comment faire. Parce qu'il s'agit Oui, il pas faut juste bien envelopper de... les Tout le bassin. iliaques et tout le bassin. Les iliaques, c'est où? C'est difficile à dire sans... C'est tout le petit bassin. C'est D'accord. C'est entre les deux os pointus l'entrecuisse. sur l'élastique de la culotte devant. C'est les Ça deux parle, os ça pointus sur l'élastique de la culotte. Ah oui, je vois. Ça te va? Ouais. Super. En fait, Mhm. il faut recouvrir la culotte. Ok. Exactement. Alors, tu parlais du rebozo, Raphaël. C'est donc une pratique d'origine mexicaine qui porte le nom du tissu, donc qui est utilisé pour le serrage du bassin. Et ça dure 2h30, cette histoire. Parce qu'on va tout fermer. C'est-à-dire que le rituel complet, tel qu'il est fait traditionnellement, il va aller refermer le bassin, il va aller refermer la cage thoracique, il va aller refermer les épaules, Je crois qu'il y a le 7 crâne. points particuliers. Exactement. Ouais. Donc, la mâchoire, le crâne, etc. Le crâne Le crâne, Le crâne s'est ouvert pendant l'accouchement. en fait, c'est pas tellement ça. Il y a cette relaxine, elle n'est pas juste au niveau du bassin pour accoucher, elle est partout. Les femmes, elles disent j'ai mal au poignet, tout ça, ce sont des douleurs de travail ligamentaire liées à la relaxine. Et donc, le rebozo, c'est un moment, c'est un rite de passage dans la maternité où on va sortir du temps du corps de la femme enceinte, refermer ce corps de femme enceinte, retrouver un corps centré, axé, complet, droit, où on tangue pas, on n'a pas le bassin en vrac avec une entorse, tout ça. On referme, on resserre, on se remet d'aplomb à l'intérieur de soi. Et là, on intègre cette nouvelle posture. Ouais. De Et c'est vrai que verticale. psychiquement, c'est puissant aussi. Et psychiquement, c'est très puissant. Parce que cet enveloppement, d'abord, est rassurant. Mhm. Ça montre que toute la communauté s'occupe de toi Ouais. et te redonne des limites que la maternité ou l'accession, que l'accouchement, tout le processus à la fois physique, physiologique et psychique a pu te faire perdre. Et je trouve que cet enveloppement est extrêmement intéressant sur le plan psychique aussi. Parce que qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, ne t'inquiète pas. Tes limites, elles sont là, tu vas les retrouver. Ça Parce fait- que cette histoire de matrescence ou de crise de maternalité, c'est une crise d'identité. Et Oui. c'est ça qui fait qu'il y a des femmes qui se suicident. C'est-à-dire que non seulement c'est le désespoir d'être abandonné, mais c'est le désespoir d'être abandonné par soi-même. Ouais. On ne sait plus qui on est. C'est vrai. Le rituel du tissu qui enveloppe la tête, ce que je trouve génial, qui, entre parenthèses, c'est comme un lange. Exactement. Hein, Comme un c'est comme emmaillotage, lange pour hein. le bébé, c'est un emmaillotage. On disait tout à Ah. l'heure, être materné par sa propre mère pour materner son bébé. Mais c'est une figuration concrète de ça. Alors moi, j'ai très envie de faire ça. Je comprends. Mais qui fait ça? Qui peut venir me riboser? Plutôt les doulas. Ok. Il y a aussi apparemment, il y a un yoga spécial mois d'or. Hein. Est-ce que ça vous parle? Ça te parle, Claude? Vous avez fait la formation au yoga toutes les deux? Non? Non, séparément, mais... Oui. Je ne le conseillerais pas. Parce que est-ce bien nécessaire dans cette période où on veut sans arrêt cocher les cases de tout ce qu'on a fait de bien, à nouveau, la Est-ce que- liste. La Est-ce que ça liste peut de- aider peut-être? Comment on peut se soulager? Alors, de tout tous ces dépend si symptômes? déjà la mère avait déjà une pratique dans sa vie d'avant. Hmm. Découvrir le yoga en postnatal, Ah oui. c'est un peu compliqué, Ouais. mais pourquoi vouloir faire tant de choses dans cette Hmm. période-là Ne faisons rien. Enfin, je veux dire, Bah, il y écoutons, a déjà beaucoup de choses à faire. écoutons notre corps. Oui. Hmm. Au lieu Et- d'intervenir tout le temps. Et, On et peut c'est respirer, vrai le yoga, on peut qu'une jeune respirer. maman qui a l'habitude des postures de yoga parce qu'elle le pratique dans la vie, il y a des jours où elle aura envie de certaines postures pour soulager son dos, pour mieux respirer, mais déjà, faire quelque chose, ça veut dire aller à l'extérieur déjà. Prendre rendez-vous, confier son bébé. Alors, il y a des cours avec bébé, etc. Mais chaque fois qu'on pose des rendez-vous à l'extérieur,
pour aller faire des choses, mais déjà là, on est à contresens. Ouais. Et si on s'autorisait une fois dans la vie, parce qu'il n'y en a pas 50 d'occasions dans la vie, de ne rien faire. Ah oui, de prendre le temps. Prendre le temps, s'écouter, rien que ça. Alors c'est vrai que dans les règles communes à toutes les cultures qui appliquent le mois d'or, il y a cette notion de calme, de lenteur, de chaleur. En Asie, il y a beaucoup de règles autour de la chaleur du corps, de la chaleur des aliments, etc. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite transition. Dans les règles communes, il y a aussi systématiquement l'alimentation. Donc souvent avec des soupes, en tout cas une alimentation qui se veut régénératrice. En Inde, l'Ayurveda propose tout un rythme alimentaire pendant 28 jours, et notamment à base de lentilles, de légumes très cuits pour éviter, pour que ce soit le plus digeste possible, et des huiles qui ne demandent pas d'effet de transformation à l'organisme pour que ça facilite le transit. Et en Corée du Sud, il propose, il donne des soupes de wakame, donc qui est une algue, pour nettoyer l'organisme, et aucun aliment dur pour éviter tout effort à la mâchoire. Moi, je pense qu'il y a une chose quand même à laquelle il faut faire attention, c'est à ne pas changer radicalement de modèle alimentaire. C'est-à-dire de passer à une alimentation ayurvédique assez épicée, plutôt orangée, avec ne convient pas du tout à tout le monde. Hein. On n'a quand même pas des microbiotes d'Indiens. Il faut quand même comprendre qu'en fonction des endroits du monde où on vit, on n'a pas tous les mêmes intériorités du vivant. Et on ne sait peut-être pas tous comment faire la soupe de wakame non plus. Exactement, que ça dépend en fait aussi comment on a mangé enceinte. Et la nutrition pendant la grossesse, pour moi, c'est un élément fondamental et capital, bien-être physique et psychique. Hein. Donc, il s'agit d'avoir une continuité plutôt. Il s'agit surtout, à mon sens, de ne pas faire à manger. Bon, alors moi, j'ai le souvenir de Claude, quand on travaillait ensemble, qui, pendant les cours de prépa à la naissance, donnait des cours de cuisine aux coparents. C'est vrai, mais c'est génial ça, Claude. Ouais. Non, mais raconte. Non, mais parce que là, on est sur le top du top de la préparation. Ah et qui disait, mais comme ça va être important. C'est ça qui va être important. C'est-à-dire qu'elle va nourrir son bébé. Allez, on part sur un truc, encore une fois, allaitement classique. Mais elle va nourrir son bébé et le coparent va la nourrir, elle. Et c'est une chaîne alimentaire. Et c'est une chaîne psychique. Et c'est comme ça qu'on va commencer à faire famille. Alors, qu'est-ce que tu conseillais, Claude, dans tes prépas ? De réfléchir à ça en prénatal, déjà. Tester des recettes, etc. De faire le point. De prendre le temps avec le coparent s'il est là, ou avec, si une mère est seule, évaluer les aides dont elle va avoir besoin, et de prendre un papier avec 2 colonnes, qui fait quoi, 1 mois et demi, 2 mois. Pas 10 jours, qui va faire quoi. Donc il y en a qui préparent plein de plats à l'avance. Ce qu'on peut congeler. Qui fait les courses, qui fait la lessive, voilà. Il y a tout ça à faire, décharger au niveau logistique en tout cas, réfléchir à ça. Il y a un modèle anglais qui est très intéressant, qui est sur les listes de naissance, c'est pas des doudous, des pyjamas, etc. C'est des services. De livraison, de garde d'enfants, par une souscription en fait. C'est très intéressant. Est-ce qu'on a eu en France une tradition alimentaire pour la grossesse et l'après-grossesse ? Les bouillons. Bouillons. Comme ce que tu dis finalement, hein, c'est partout pareil. C'est du chaud, du facile à digérer, du réconfortant, du l'alimentation de convalescence. Mais c'est un mot qui a disparu aussi dans notre pays, où la convalescence, c'est une période de transition entre je suis en pleine forme et je suis malade. Il y a un état, après une maladie, un accident, un accouchement, où on n'est pas tout à fait en forme, mais on n'est plus malade. Où on n'est plus en train d'accoucher, où on n'est plus enceinte, etc. Et cette période de transition, c'est des aliments doudous, faciles à digérer, des aliments de convalescents. Réconfortants. Voilà. Et souvent,
quand les mères sont démunies en disant « mais c'est quoi ?» Moi, je les renvoie en général vers l'alimentation infantile. Allez, Ah oui. des purées, des compotes, des bouillons, oui. voilà, pâtes. des pâtes coquillettes. lettres. Ah, c'est encore mieux, la pâte lettres, pour écrire au bord de l'assiette. vermicelle. Des semoules au lait. Ah là, ça me donne faim. Des bouillons au vermicelle. Mais oui, Mais des semoules au lait, comme tu dis. Enfin, bon, alors. ouais. Puis après avoir ce qui est supporté par les ventes des bébés, etc. Mais bien sûr, oui. Mais euh, une alimentation régressive, pas trop sucrée si c'est possible, mais quand même, voilà, se faire du bien, de la banane écrasée, je sais pas, moi. Beaucoup de gens ne savent plus quoi manger de façon pas physiologique, mais instinctive, de ce qui fait du bien. Qu'est-ce Ouais. qu'une alimentation qui fait du bien sans culpabiliser non plus. Si un soir on a envie d'un aliment dont on a été privé pendant la grossesse, parce que là aussi il y a des injonctions pendant la grossesse qui sont très lourdes, souvent, et les femmes sont perdues, les couples sont perdus, ils savent plus ce qu'ils ont le droit, pas le droit. Alors là, s'il y a allaitement, c'est encore pire. On vit dans un monde d'injonctions, Oui. du bien et du mal. Oui, parce On qu'en a plus, bien il y a remis. aussi le sans gluten, le bio, Voilà, on a- Moi, je pense que le top, c'est le petit pot-au-feu, tu vois. Ah ouais. Tu Moi, te fais c'est ce un que je pot-au-feu. C'est ce que je conseille aux pères qui savent pas cuisiner. Et tu Avec, t'en on met congèles, un gros poulet, ouais. un gros poulet bien costaud, avec plein de légumes. Et là, on a du bouillon. On a des légumes pour 2-3 jours. On a de la viande blanche. Mais je donnais les recettes. Ça, il y en a des recettes intéressantes pour ne pas passer son temps à la cuisine, mais se faire plaisir aussi. Et puis, une alimentation qui nourrit. Qui nourrit, bien sûr. Ouais. Ouais. Et qui Qui hydrate nourrit- en plus. Qui hydrate avec plein de sels Oui, oui. minéraux. Après, Voilà, c'est ça, Voilà. avec des minéraux, des vitamines, du faux. Ouais. Mais bon, on va tous dans le sens de plutôt cuit, enfin vraiment facile à digérer, bien cuit, mijoté longtemps, des viandes qui sont digestes, faciles. Disons que le corps, c'est exactement comme si tu étais en train de réparer ton fémur cassé. Pas le tien, on va sortir de cette image-là. Oui, ça suffit. On va parler de Messi, tiens, Messi qui répare son fémur cassé. Et en fait, il y a une alimentation qui va aller dans le sens de la cicatrisation. Oui. Et donc, il y a plein d'aliments qui vont être très anti-inflammatoires, très aidants pour la cicatrisation, la récupération, etc. des bonnes huiles, première pression à froid. Exactement. Voilà, Donc, tout un environnement fruits. nutritionnel. Moi, je suis assez fascinée par le fait quand même que ça n'existe plus du tout dans nos façons d'aborder la naissance. Ça existait avant en France, ça s'appelait les relevailles. C'est le nom d'une cérémonie à l'église Voilà. où la jeune femme se rendait à peu près 40 jours. Sous toutes les latitudes, c'est 40 jours. Voilà. Après la naissance, elle se rendait avec une voisine le matin, donc avec une certaine discrétion, voir le prêtre qui l'accueillait sur le seuil de l'église. C'est la Bretagne qui m'a appris ça. Avec un manteau d'ailleurs dans certaines régions de Bretagne qui était spécial, d'une couleur verte pour les relevailles. Et soit elle venait avec le cierge, soit le prêtre lui donnait un cierge allumé à la chandeleur. Et là, il la réaccueillait dans la communauté de l'église et dans sa paroisse. Parce que pendant 40 jours, elle était considérée comme impure. Ah, c'est très symbolique, c'est quand même. Je me suis demandé Ouais. pourquoi, dans toutes les traditions, Hum. il y a Alors, chez nous, on dit impur. Je ne sais pas comment on dit chez les autres. Mais je me suis dit, alors c'est ma petite réflexion par devers moi, je ne sais pas du tout ce que ça vaut pour un anthropologue ou un ethnologue. Mais ce sont des moments où le corps prend le dessus. On est régi par son corps. Oui. Quand on est enceinte, quand on accouche, après l'accouchement, puisque c'est notre sujet, on est régi par son corps. Ouais. Parce que l'après-accouchement, c'est pas un code de la route. Pour allaiter, il n'y a pas de code. Pour élever un enfant, il n'y a pas de code. Donc tous ceux qui vous donnent des injonctions, renvoyez-les à leur propre code, mais ce n'est pas forcément le vôtre. Donc pendant ces 40 jours, c'est le corps qui prime. Et on doit l'écouter, l'aimer. On fait une alliance avec lui, il a bien travaillé. Donc on fait une alliance. Et puis au bout de 40 jours, on récupère à peu près ses forces, sa droiture, son axe, ses pieds, enfin tout. Ça marche, sa force de travail. Et là, on est réintégré dans la communauté
chrétienne. Eh oui. On n'est pas des sauvages, mais on a cette sauvagerie mammifère en nous, Animal, quoi. animale, qui est belle, moi que je trouve très belle, Ah oui. mais qui ne rentre pas dans le cadre de la maîtrise du corps qu'exige l'Église. C'est vrai que je On ne me crois pas que raconte dans ça, dans la on peut Bible, vérifier. on raconte pas la suite de couches de Marie après l'accouchement de Jésus, c'est dommage. Non, par contre, il y a des représentations en tableau ou en dessin de ces relevailles. De Marie. Oui, Ah, il mais y a c'est les pas relevailles vrai. de Marie. Oui. Bon, Et en prochain Afrique épisode. du Nord, ça se passe au hammam. Il y a une cérémonie spéciale, pareil, avec des tissus pour remettre le bassin, pour faire toute une cérémonie avec entre femmes, etc. Là, on parle donc des fameux 40 jours, 30-40 jours après l'accouchement, mais le postpartum ne s'arrête pas à 40 jours. Le corps se remet en combien de temps à peu près? 2 ans. Le Oui, vrai postpartum. minimum 1 an, oui. Ouais. Et tout dépend comment s'est passé l'accouchement. Hmm. Moi, je rajouterais dans ce que tu viens de dire aussi une injonction qu'on entend tous les jours au cabinet, c'est le retour à la sexualité, Ouais. à une sexualité avec, j'entends encore parler en 2024, du devoir conjugal, avec cette pression d'une reprise en couple, voilà, d'une sexualité. Qui se veut Il y a en plus l'enfant épanouissante, qui fait ses désirée, nuits, voilà. etc. Les enjeux les plus urgents, c'est retrouver son corps, que l'enfant fasse ses nuits, alors qu'au début, il ne peut pas, il n'est pas physiologiquement câblé pour ça, et la reprise de la sexualité, qui est une injonction dont on entend beaucoup parler, je pense que toi aussi au cabinet, tous les jours, hein. je pense que toi aussi, Alix, mais c'est quelque chose, c'est une pression qui n'est pas anodine, et on en est à un point où on nous demande même des prescriptions d'anesthésiants locaux pour pouvoir supporter ça. Parce Supporter que la pénétration. voilà, qu'est-ce que les hommes font de leur sexualité dans ce moment où ils ne trouvent pas leur place souvent. Et ça, on n'en parle pas. Puis ils n'en parlent pas entre copains hein, de tout ça. Donc, et on leur remet cette injonction-là encore, voilà, du désir masculin et de retrouver comme avant. Et je rajoute que comme le corps médical pose ce délai de 3 semaines, on vous invite à ne pas prendre de bain, etc., ou d'avoir de rapports sexuels pendant 3 semaines, qui est le temps pendant lequel le col de l'utérus va rester ouvert. Mhm. Et D'accord. on est d'accord, mais 3 semaines, c'est Ça passe infime vite. dans ce process de réparation. Et ça correspond à un moment donné où le col, possiblement, s'est refermé. C'est très bien, mais pas le reste. Bah oui. On n'a pas attaqué la rééducation, on n'a pas attaqué un certain nombre de choses qui font qu'on va se retrouver, se rassembler, d'abord avec soi, Hmm. et ensuite avec l'autre, de se rebrancher avec soi-même tranquillement, de renouer avec sa sexualité Ouais. personnelle, que déjà on a reconfié son corps, qu'on n'a même pas eu le temps d'apprivoiser, à l'autre. Et encore une fois, en place de femme, on va reconfier nos corps à l'autre. L'autre étant le monde médical, voilà. Mm. Je vous confie mon corps pour accoucher, je vous confie... Et puis, en postpartum, l'autre étant le coparent. Oui, je voulais dire, on parle des femmes évidemment, donc c'est tout à fait logique qu'on tienne ce discours, mais je pense qu'il se passe aussi plein de choses pour les hommes. Bien sûr, bien Bien sûr. sûr. Ce ne sont pas forcément des animaux à l'affût. Non, non, de évidemment, la première évidemment. Non, pénétration les hommes possible. vivent bien sûr des Loin de là, choses... hein, loin de là, ils ont un énorme processus de transformation à Bien faire. sûr. Compliqué pour eux. Ouais. Mais Non, ils c'est sont vrai beaucoup moins aidés que les femmes hein, Oui. dans ces cas-là. Ils sont Mm. déjà pas Ils n'en tellement- parlent à personne. Mais aussi parce que, du coup, comme il n'y a personne qui vient aider, accompagner la famille, les nouveaux parents, la solitude atteint aussi les hommes. Eh bien, c'est bien ouais. la base Oui. du baby clash. Ah, C'est-à-dire oui. qu'il y a une espèce de face-à-face au-dessus du berceau où Mhm. les deux sont bouleversés. Mhm. Et en plus, n'ayant pas le même corps et encore moins la même expérience de ce qui vient de se passer, ils comprennent pas les choses de la même façon. Eh oui. Donc, les deux ont raison. Et ce qu'il faudrait, c'est cette fameuse doula ou un espace tiers bienveillant Mm. qui puisse séparer, Eh oui. enfin, qui puisse faire tampon entre les deux et que de là surgisse une parole qui soit d'accord avec les deux, Mhm. qui porte le point de vue de l'un et le point de vue de l'autre. Bien sûr. Parce que je pense que les deux, le raisonnement et le ressenti, ont leur place
autour d'un berceau. Oui, et du coup, ça vaut aussi pour les couples homosexuels. Bien sûr. C'est-à-dire l'autre parent, l'autre qui n'a Oui. pas porté, qui n'a pas Oui, mais enfanté, bien sûr. et qui... Mais bien sûr. Voilà. C'est Mais- les mêmes problématiques. Mais identiquement, pour les couples qui auraient adopté, hein, je veux dire, cette crise identitaire, elle se fait. Là, on parle beaucoup du corps et de la traversée du corps, mais cette crise identitaire, elle va se poser d'une manière différente, mais quand même se poser, à partir du moment où on va décider d'accueillir un enfant en son foyer et de faire famille. La décision de faire famille, c'est elle qui va remettre beaucoup, qui va rebattre les cartes identitaires au sein du foyer. Alors moi j'ai une dernière question, si vous voulez bien. La médecine chinoise va jusqu'à conseiller de rester à l'intérieur de chez soi pour ce fameux mois d'or, donc pendant 40 jours. Et pareil donc en Amérique latine, avec la quarantena. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de rester chez soi, enfermé? Ça nous rappelle un peu le Covid. Mais, Bon, écoute, non, parce que bon, comme on est quand même des femmes actives, tout ça, moi par exemple, je me dis, si je veux le faire moi, je suis pas sûre de tenir le coup. Je suis pas sûre de tenir 40 jours chez moi. Mais est-ce qu'on peut, encore une fois, est-ce qu'on peut décider aujourd'hui ensemble autour de cette table, on va aussi ne pas céder à l'injonction de rester chez soi. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire comme on a envie de faire? Est-ce qu'on pourrait dire non, je ne veux pas de visite sans que l'entourage se vexe? Ah bah ça c'est compliqué. Est-ce qu'on pourrait dire j'ai envie d'aller me balader parce que j'ai besoin de prendre l'air, ou j'ai envie de rester à la maison parce que là je sens que j'ai besoin de rester dans ma grotte tranquille. Est-ce qu'on pourrait se laisser vivre les trucs comme on a envie de le vivre? C'est-à-dire biologiquement, physiologiquement, on va s'autoriser un temps de récupération et de cicatrisation parce qu'il est nécessaire. Mais passer ce temps-là, est-ce qu'on pourrait bien faire comme on a envie? Vraiment par le Interroger corps. son ressenti physique, psychique, voilà. Et ne pas en être frustré. Au cabinet, nous, on voit dans le corps des femmes qui disent c'est comme si leur corps les avait trahis, quoi. Oui, mais ça cicatrise pas. Oui, mais c'est comme ça. Oui, mais ça encore. en colère. De quoi je me mêle, Les- excuse-moi. Les De quoi je me césariennes. mêle Ton corps, il fait ce qu'il a à faire. Laisse-le bosser. Donc il y a un truc, ça saigne encore, et ça n'en finit pas, ça n'en finit pas. Elles écoutent pas. Elles ont une idée, une vision, une croyance. Parce qu'il n'y a pas de confiance. Je pense qu'on n'a pas confiance en nos corps. Parce qu'on a. Tu Je crois suis pas d'accord, t'as raison. Parce qu'on n'a pas confiance en nos corps. Tu vois, tu dis qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qui va se passer? Et la prise Peut-être en de la charge. méconnaissance aussi. Excuse-moi, Oui. Claude. C'est peut-être de la méconnaissance. On ne connaît Oui. pas assez bien. Alors maintenant, quand les femmes s'impatientent pendant ce temps-là, c'est parce qu'il y a quelque chose en elles qui n'est pas très bien. Et c'est là où je me dis, il faudrait parler, être écouté, téléphoner, je sais pas, écouter un podcast, voilà, par exemple. Mais à surtout, fait. la prise en charge de la grossesse et aussi de l'accouchement, maintenant, est tellement accompagnée. Ce qu'on appelle maintenant, on appelle ça l'accouchement dirigé, parce que l'accouchement physiologique, il n'y en a plus beaucoup. L'accouchement dirigé, où chaque étape a une réponse médicale d'accompagnement, de prise en charge. Et d'un seul coup, il faudrait, en rentrant chez soi à J2, J3, être complètement dans l'instinct de ce qui serait bon pour soi, etc. Alors qu'on est dans sa tête depuis des semaines, voire des vies, une vie, où c'est toujours la tête qui décide pour le corps. Et d'un seul coup, là, le corps a eu la parole. On le retrouve voilà, dans un état où on l'a presque jamais vu comme ça. Et il faudrait avoir les bonnes réponses immédiatement sans l'écouter. Et moi, c'est ce que je disais en cours de préparation à l'accouchement par rapport aux mères qui appellent le pédiatre toutes les 3 heures, qui lisent. J'arrivais des fois sur les lits, il y avait des piles de bouquins où je leur disais, mais une mère ne fait jamais d'ânerie avec son petit. Jamais. Bon, elle fait des fois des maladresses, des choses comme ça. Bon, je parle des mères psychiquement équilibrées, mais on ne fait pas d'ânerie. Il faut se faire confiance, il faut... et puis observer. Je voulais juste ajouter un petit mot sur l'absence de visite. Oui. Je pense qu'une absence de visite bien comprise, ça demande un certain boulot à la future maman.
Parce que ça veut dire, il y a quand même ses parents, éventuellement ses grands-parents, les amis très proches, tout le monde va dire, mais qu'est-ce qui lui tombe dans la tête? D'abord, on ne veut pas du tout empêcher les gens de voir le bébé, on veut juste essayer de préserver un temps et un espace. Et donc, quand je dis préparer, ça veut dire parler avec la personne, par exemple sa maman, à qui on va demander d'attendre quelques jours, voire une semaine ou plus pour voir son petit-fils ou sa petite-fille. Mais on peut se parler, on peut envoyer des photos. On refait un lien. Maintenant, on a la chance de pouvoir envoyer des photos du bébé. Et puis, on lui dit, mais tu sais, je t'appelle. C'est de toi dont je vais avoir besoin, mais je t'appelle. Et puis, ça vous laisse le temps de réaliser que vous auriez besoin d'aide pour ceci, cela. Et quand vous appelez la personne en disant, tu peux venir, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais m'aider pour ceci, cela, ça laisse aussi à l'autre le temps de comprendre. C'est-à-dire de respecter. Ma fille veut ça, moi, je respecte ça. Et là, ça donne une bonne direction pour la suite des opérations. Qui sont que l'enfant va grandir, qu'elle va avoir à le garder, etc. Et que la parole des parents de l'enfant sera écoutée. Oui, bien sûr. Merci, je pense qu'on a fait un joli tour. On a encore plein de choses à dire, je pense. Est-ce que vous avez une petite dernière phrase de conclusion, de conseil, une ressource, un coup de gueule, une déclaration Alix. En tant que psychologue, je dirais une maman doit être suffisamment bonne. C'est-à-dire que suffisamment, ça suffit. C'est ni très bien, ni très très bien. Parfait. C'est suffisant. Ça permettra à son bébé de se poser des questions, de désirer et de devenir intelligent. Oh, merci. Je voudrais encourager une parole libre et honnête et bienveillante pour de vrai, comme je le retrouve dans mon cercle proche de grandes copines ou chez les mères indignes, qui se parlent avec une franchise folle et ce que je trouve extrêmement salvateur. Ça change tout. Ça change tout et ça permet de rentrer chez soi réellement en place d'enfiler son costume d'humanité pour de vrai plutôt que son costume de culpabilité, etc., et de se traîner des trucs qui n'ont pas lieu d'être. Donc oui, franchise, empathie, réalité et vérité. Autour du corps, autour de l'expérience et autour de Claude. Vie à toutes. Merci Raphaël. De la douceur, de la bienveillance, quoi. Stop aux injonctions, stop au concours de la mère parfaite. Quand on dit s'écouter, c'est s'écouter, mais dans toutes ses dimensions. Découvrir ce dont on a envie. Pas prévoir à l'avance, mais vivre le présent, vraiment. Et finalement, si ceux qui nous écoutent, ce sera pour la plupart, sont l'entourage d'une jeune maman, écoutez-les pour de vrai. Pour de vrai. Pour de vrai. C'est bien dit. J'ai envie de dire Amen. Merci Pauline. Merci pour cette parole libre. Mesdames. Je Merci. précise que dans cet Pour tout ce que épisode, vous nous parlons faites. des mères et toutes des ces familles femmes. partant du principe qu'elles peuvent être mamans solo, homosexuelles, hétérosexuelles, mais qui vont bien physiquement et psychiquement. Nous n'évoquons pas de situations pathologiques qui nécessitent forcément une autre approche et un autre accompagnement. J'espère que cet épisode vous a plu autant qu'à moi. N'hésitez pas à étoiler, liker, commenter, partager et vous abonner. Suivez-nous sur Instagram. Retrouvez tous les liens en description de cet épisode. À vous qui nous écoutez, n'oubliez pas que vous n'êtes pas parfaite, mais vous êtes incroyable. La perfection, c'est pour les nazes. Surtout, continuez à être curieuse et surtout à vous indigner. À bientôt.